Si vous regardez du sport régulièrement, vous êtes forcément familier avec le concept de création du jeu, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans les sports collectifs de ballon. En fait, créer le jeu, c'est littéralement la base de toute rencontre. C'est ce qui permet à une équipe de pouvoir attaquer, et donc de pouvoir se créer des occasions pour marquer des buts ou des points. Sauf que, comme créer du jeu est nécessaire pour gagner un match, on a très vite vu l'apparition de spécialistes dont la seule tâche allait justement être celle de créer du jeu. C'est le cas au football avec les numéros 10 ou les numéros 6 plus récemment, au basket avec les meneurs, au foot américain avec les quarterbacks ou encore au volley avec les passeurs. Chacun des sports que je viens de citer a sa propre version d'un créateur, celui qu'on va appeler le playmaker. Salam les refs, bien, ici le Strauss et aujourd'hui on va parler de mon archétype de personnage préféré dans les mangas de sport, les playmakers. Pour faire ça, je vais m'intéresser à la manière dont les auteurs de différentes œuvres utilisent ces playmakers afin de caractériser leurs équipes et leur donner une identité aussi forte que mémorable. Ok, alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, je dois prendre un peu de temps pour m'assurer que tout le monde comprenne bien ce que signifie être un playmaker. Je vais tâcher d'être précis en restant concis. L'idée, c'est simplement d'expliquer concrètement en quoi consiste ce rôle. Naturellement, ce que je veux dire s'applique autant aux joueurs de la vraie vie qu'aux personnages de manga, vu que les deux répondent sensiblement à la même logique. Donc, à première vue, le rôle de playmaker peut sembler facile, car on réduit souvent ça à la seule capacité de pouvoir faire des passes précises et bien timées. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un bon playmaker, c'est quelqu'un qui va littéralement contrôler le tempo de toute une rencontre. Le fait de savoir faire une passe, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont tous ces petits détails que le playmaker observe, analyse et décrypte pour pouvoir optimiser le jeu de son équipe. Il y a par exemple le placement de tous les joueurs sur le terrain, leur niveau de fatigue, leur momentum, donc savoir s'ils sont plutôt en confiance ou non, et puis il doit aussi être au courant de toutes les forces, faiblesses et tendances de manière générale de chacun des joueurs. Par exemple, savoir si tel joueur préfère couvrir l'espace ou monter haut sur le porteur de la balle. Est-ce qu'il tient bien son positionnement par rapport à ses coéquipiers ou est-ce qu'il a du retard dans son placement ? Là, je reste volontairement hyper superficiel parce que c'est pas le sujet, mais évidemment, on pourrait aller encore plus loin. D'ailleurs, comprenez bien que quand je dis tous les joueurs, ça comprend aussi bien les adversaires que les coéquipiers. Parce que eux aussi sont une variable que le playmaker doit maîtriser pour optimiser son jeu. S'il veut en tirer le meilleur, il doit savoir dans quelle zone du terrain ils sont le plus à l'aise, quel type de passe ils privilégient recevoir et lesquels ils sont le plus à même de pouvoir contrôler. Est-ce qu'ils veulent la balle dans la course ou est-ce qu'ils préfèrent la recevoir directement dans leurs mains ou dans leurs pieds ? En théorie, tout ça, ce sont des choses qui sont travaillées aux entraînements pour que le playmaker ait juste à reconnaître un pattern et savoir quoi faire ensuite. Sauf qu'en pratique, il a souvent besoin d'improviser et de sortir des schémas prédéfinis pour la simple et bonne raison que l'équipe adverse fait tout son possible pour empêcher le playmaker de jouer à son aise. Et là, je suis obligé de vous parler du jeu sous pression parce que c'est une corde qu'un playmaker élite doit nécessairement avoir à son arc. En fait, comme il est indispensable au jeu d'une équipe, il est toujours un de ceux qui subissent la plus grosse pression de la part de l'adversaire. Au foot US, c'est très clair par exemple, parce que le quarterback est littéralement pris pour cible par ses défenseurs qui vont tout faire pour l'empêcher de faire la passe. C'est donc indispensable pour un playmaker de développer une bonne résistance à la pression, ce qui se manifeste généralement par une optimisation du positionnement et par une maîtrise du dribble. Ça va lui permettre de conserver la balle, mais aussi de se garder un maximum d'options offensives ouvertes à tout moment. Maintenant, si on regarde le cas du volley, c'est un peu plus subtil vu qu'ici un filet sépare les deux équipes. Donc les adversaires ne pressent pas directement le passeur. Par contre, comme les options offensives sont beaucoup plus limitées de par la nature même du sport, ça transforme chaque action en un jeu de bluff où le passeur cherche à tromper le bloc adverse. La pression existe donc aussi pour eux, elle a simplement une forme différente, vu qu'elle est essentiellement cérébrale. Bon, et pour finir cette présentation des playmakers, je dois vous parler du decision making, autrement dit, la capacité à faire le bon choix au bon moment. Et ça découle directement des éléments dont je vous ai parlé juste avant. Un playmaker qui est conscient de tous les joueurs qui l'entourent va naturellement pouvoir prendre la bonne décision au moment crucial, parce qu'il saura ce que le jeu demande. Et c'est pas forcément une question de savoir à qui faire la passe, parfois c'est plus subtil, comme demander à un joueur de faire un appel dans la profondeur, ou encore faire une feinte du regard pour créer un décalage ou un temps de retard chez le défenseur. Le but de ces actions, c'est toujours le même, ouvrir les possibilités du jeu et augmenter les chances de réussite de l'offensive. Bon, j'ai fait du mieux que je pouvais pour rester concis tout en étant suffisamment exhaustif, vous devriez donc avoir une idée assez claire de ce que fait réellement un playmaker. Alors maintenant, regardons concrètement comment ça se transpose dans les différents shonen de sport.
La première chose à souligner, c'est qu'on parle ici de fiction, donc l'histoire qui est racontée doit être captivante pour celui qui la découvre. Et c'est précisément cette donnée qui rend l'écriture des playmakers si importante. Comme ils sont une pièce essentielle au jeu d'une équipe, ils vont naturellement être des personnages clés pour l'histoire. Parce qu'autant dans la vraie vie, on s'en fout si un playmaker est pas intéressant, on veut juste qu'il soit fort. Autant, dans la fiction, un playmaker doit être intéressant car c'est en partie lui qui rendra son équipe intéressante, et qui donc permettra de créer des enjeux narratifs puissants. Mais comme sur le papier, tous ces playmakers ont le même rôle, à savoir faire jouer leur équipe, les auteurs doivent redoubler de créativité pour s'assurer que chacun d'eux soit suffisamment unique pour ne pas être répétitif aux yeux du lecteur. À ce jeu-là, les meilleurs sont clairement Inagaki, l'auteur d'I-Shield 21, et Furudate, l'auteur d'IQ, qui ont totalement maîtrisé cet aspect de leur œuvre. Mais avant de parler d'eux, je dois vous parler de Slam Dunk, parce que ce manga a posé les fondations de ce que seront tous les futurs mangas de sport. Un peu comme ce que Dragon Ball a fait pour les shonen de combat. C'est donc sans surprise que tous ses successeurs vont grandement s'en inspirer. Par contre, s'il y a bien un reproche que je peux faire à Slam Dunk, c'est que l'œuvre n'a pas de personnage particulièrement marquant, ce qui est d'ailleurs surprenant quand on voit ce qu'Inoue a pu écrire par la suite. Mais du coup, on va forcément retrouver ce défaut chez ses playmakers aussi. Inoue a accordé une telle importance au basket en tant que sport qu'il en a fini par négliger ses personnages. D'ailleurs, si on s'intéresse à ces équipes majeures, on remarque qu'elles ont été directement inspirées des équipes NBA importantes de l'époque. Shohoku fait écho aux Bulls, Kainan aux Lakers et Shoyo aux Celtics, pour ne parler que des plus évidentes. Et cette inspiration, elle se ressent énormément quand on lit le manga, parce que ce qui compte dans Slam Dunk, c'est les matchs, pas les histoires annexes des persos. Un peu comme si on regardait vraiment des matchs de basket où ce qui compte, c'est pas la vie des joueurs, mais simplement leur performance sur le terrain. Je grossis un peu le trait, mais c'est pour que vous saisissiez bien mon propos. Si on prend Maki par exemple, le meneur de Kainan, on ressent complètement sa domination et son importance dans le jeu de son équipe. Son style est unique, personne d'autre que lui ne joue comme ça dans Slam Dunk. Mais c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur lui. Inoue a littéralement repris Magic Johnson et l'a mis dans son manga. Donc forcément, il est impressionnant, mais in fine, ça ne nous dit pas grand chose sur Maki et encore moins sur Kainan. Pareil pour Sendo d'ailleurs. À la base, lui, c'est l'ailier de Ryonan, mais il est tellement brillant en playmaking qu'il se retrouve toujours à jouer meneur pour combler les déficiences à la création de son équipe. Sauf qu'un ailier talentueux qui crée pour lui et pour les autres supplément en rivalité avec Maki, dans les années 80, c'est juste Larry Bird en fait. Si je mets en évidence ses inspirations, c'est pas pour faire le pseudo-connaisseur NBA. C'est surtout pour appuyer le fait que Slam Dunk, et a fortiori Inoue, n'a pas réussi à élever ses personnages au-delà de ces simples comparaisons bêtes et méchantes. Alors oui, les playmakers sont forts, ils sont impressionnants, et ils ont même chacun un style de jeu unique. Mais l'identité que ces joueurs insufflent à leur équipe, elle est un peu biaisée, dans le sens où elle vient simplement des équipes NBA dont elles sont directement inspirées. La seule exception étant Sano. Car Inoue ne semble s'être inspiré d'aucune équipe américaine pour la construire. Elle représente la force ultime, elle est la meilleure équipe lycéenne sans aucun débat possible. Autrement dit, elle n'existe que comme un obstacle infranchissable que Shohoku devra absolument franchir. Et c'est précisément ce qu'on voit à travers son playmaker, Fukatsu. Sur le papier, il est le meneur parfait. Il est grand, réfléchi, calme, doté d'un excellent leadership, il est bon dribbleur, bon shooter, bon passeur et même bon défenseur. Bref, il a pas vraiment de défaut, ce qui en fait limite un joueur caricatural. Mais c'est justement tout le propos du personnage, parce qu'en face, il y a Ryota Miyagi, le meneur de Shohoku. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir que cette confrontation nous crie à la figure David contre Goliath. Miyagi, c'est tout le contraire de Fukatsu. Il est petit, frêle, impulsif, c'est une passoire en défense, mais il a un talent que personne ne lui enlèvera jamais. Enfin, pour être exact, il en a deux. Déjà, comme le reste de l'équipe, il a une résilience à toute épreuve. Abandonner ne fait simplement pas partie du vocabulaire des joueurs de Shohoku. Mais surtout, Miyagi est un magicien lorsqu'il s'agit de dribbler. C'est presque impossible de lui prendre la balle des mains tant il est rapide et fin techniquement. Donc malgré toutes ces lacunes défensives évidentes, il les compense avec un apport offensif et une combativité sans égale. Mais vous voyez ce David contre Goliath que je viens de décrire là ? Il vaut autant pour l'opposition Miyagi contre Fukatsu que pour le match en lui-même de Shohoku contre Sano. D'un côté, il y a la perfection même, une équipe équilibrée avec du talent à tous les postes, et de l'autre, il y a une équipe imparfaite, déséquilibrée, mais qui n'arrête jamais d'attaquer, peu importe l'adversité. C'est ça la beauté des playmakers, ils sont le jeu et l'identité même de leur équipe. Enfin,
Sauf si le manga dont on parle s'appelle Kuroko no Basket. Vous voyez tout ce que je disais sur les playmakers dans la présentation? Bah, vous prenez tout ça, vous le mettez dans un sac et vous jetez le sac à la poubelle. Ce manga n'en a rien à faire du sport qu'est le basketball. Inoue, il avait peut-être des problèmes dans l'écriture de ses persos, mais s'il y a bien un truc sur lequel personne ne va le toucher de mon vivant, c'est sa qualité d'écriture sur les matchs. On sent qu'il est vraiment passionné par le sport qu'est le basketball, parce qu'il le retranscrit le plus fidèlement possible. Par contre, si on parle de Kuroko, on est bien loin de l'idée réelle du basket, tellement le sport que Fujimaki nous raconte est exagéré et romancé. En fait, c'est comme s'il avait gardé que les trucs cool du basket et qu'il en avait fait une histoire. C'est pour ça que les playmakers de l'œuvre sont si négligeables. Parce que c'est moins cool d'avoir un meneur gestionnaire que d'avoir un mec qui shoot à 50% à 3 points. C'est moins cool de voir un meneur qui gère un pick and roll que d'avoir la réincarnation boostée de Michael Jordan ou Shaquille O'Neal. Et c'est ça le problème de l'œuvre. Fujimaki a trop privilégié la génération miracle dans son écriture. C'est pour ça que l'identité des équipes principales est toujours définie par le joueur de la GM qu'elles ont. Après, en vrai de vrai, je critique, mais paradoxalement, cette faiblesse d'écriture, c'est aussi la plus grande force de l'œuvre. Parce que, je vais pas faire genre, j'ai été le premier à kiffer voir Aomine détruire des mecs en 1v1. Mais bon, maintenant, il y a quand même 2 joueurs de la génération miracle qui sont meneurs, donc on peut au moins parler d'eux. Je vais commencer par Akashi et Rakuzan, parce que ça suit exactement la même logique que celle de Fukatsu avec Sano. Akashi était déjà le meilleur joueur de la génération miracle lorsqu'ils étaient au collège. Alors maintenant qu'il a rejoint le lycée le plus fort du pays, il n'en est devenu que meilleur. Et c'est à ça qu'il sert narrativement. C'est le dernier adversaire sur la route de Kuroko, après qu'il ait vaincu tous les autres membres de la génération miracle. D'ailleurs, tout à l'heure je disais que Fujimaki avait juste repris tout ce qu'il trouvait cool au basket, et ça se vérifie même avec Akashi. Avec ses yeux de l'empereur, il contrôle le terrain et domine ses adversaires à un stade qui relève de l'absurde. Son emprise sur un match est absolument incontestable, et c'est dans son sillage que Rakuzan écrase la concurrence. C'est une équipe monstrueusement forte, menée à la baguette par un chef d'orchestre encore plus monstrueusement fort, Seijuro Akashi. Pour ce qui est de Kuroko, en revanche, on est sur quelque chose de bien plus atypique. Parce que le concept même du joueur, c'est d'être le plus discret et effacé possible. Sauf que, quand on y réfléchit, ça n'a pas vraiment de sens. Tout le jeu de Seirin passe par lui. Normalement, il devrait être impossible à louper sur un terrain. En fait, l'impression qu'il nous donne à nous, lecteurs ou spectateurs, devrait aussi être celle que ressentent les personnages de l'œuvre. Mais bon, c'est le genre de truc sur lequel faut un peu fermer les yeux pour pleinement apprécier l'histoire. Par contre, un truc vraiment bien que je veux souligner, c'est la tentative de Fujimaki d'exploiter l'idée du positionnement, en montrant que si Kuroko semble invisible, c'est surtout parce qu'il se déplace super bien sur le terrain. Et en couplant ça avec sa technique de passe, on obtient la base du jeu de Seirin, qui est hyper offensif et rapide. Ok, alors à ce stade de la vidéo, c'est peut-être pas encore hyper palpable, mais vous verrez que cette dernière phrase est en réalité une constante à travers toutes les œuvres dont je vais parler aujourd'hui. L'équipe principale aura toujours un jeu porté vers l'attaque. Ici, la différence entre Seirin et Shohoku vient principalement du fait que l'un base son jeu sur le basket des années 2010 et l'autre sur celui des années 80 et 90. Mais l'idée motrice en soi reste la même, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est exactement cette même philosophie que Hiruma suit aussi. Yoichi Hiruma, c'est le quarterback des Devil Bats de Demon, l'équipe principale d'iShield 21. Et lui ne jure que par une seule chose dans son jeu, marquer un point de plus que son adversaire. C'est vraiment un des persos les mieux écrits et les plus intéressants que j'ai pu lire, même au-delà de la sphère des mangas de sport. Donc vous imaginez bien que je vais pas pouvoir être exhaustif à son sujet. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule chose chez lui, je dirais que c'est sa propension au pari. Alors ça sonne peut-être pas flatteur dit comme ça, mais comprenez bien qu'il est complètement accro à la victoire. Ce qui fait que peu importe à quel point ses chances de gagner sont minces, tant qu'elles ne sont pas nulles, il n'hésitera jamais à tout miser pour ressortir gagnant. Sauf qu'à force d'envisager les choses de cette manière, il a naturellement fini par développer des compétences analytiques exceptionnelles qui lui permettent de mieux cerner les gens et d'adapter ses prises de risques, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et si on ajoute à ça le fait qu'il ait littéralement construit son équipe de ses propres mains en recrutant chaque membre personnellement, on comprend facilement en quoi il influe sur l'identité des Devil Bats. Il joue totalement à son image, en adoptant un style hyper offensif. Que ce soit à la course avec Senna ou à la passe avec Monta, tout repose sur la capacité des joueurs à attaquer sans relâche, à se dépasser, mais surtout,
à déjouer les pronostics. Donc là où Shohoku et Seirin étaient basés sur l'attaque pour rendre l'équipe protagoniste divertissante à suivre, les Devil Bats vont venir y ajouter un degré de folie qu'on ne retrouve qu'avec leur prise de risque abusivement élevée. Et y a pas à dire, avec eux, au moins, on est toujours servi niveau divertissement et tournure de match inattendu. La cerise sur le gâteau, c'est que pour renforcer l'identité des équipes, Inagaki rajoute une couche de démarcation en utilisant des métaphores visuelles et thématiques. Donc, si Hiruma est aussi fou et vicieux qu'il paraît, que ce soit dans son jeu ou dans sa personnalité, c'est avant tout pour appuyer sa filiation au diable. Il est le quarterback des Devil Bats. Ce nom n'est pas anodin, ils jouent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils attaquent sans cesse en faisant toutes les folies qui leur passent par la tête. À mon sens, c'est ce détail qui rend les équipes d'Ice aussi réussies et facilement identifiables. Inagaki leur a donné à toutes une métaphore identitaire unique et a écrit leur playmaker de sorte à ce qu'ils incarnent cette métaphore. Ça se vérifie si on prend l'extrême inverse aussi, les White Knights Dojo. Alors, cette équipe, c'est très simple, elle est totalement construite pour être la rivale des Devil Bats, que ce soit au niveau des joueurs, qui ont chacun leur contrepartie dans l'équipe d'en face, ou au niveau de la philosophie de jeu, qui oppose attaque et défense. En fait, là où Damon ne pense qu'à marquer un point de plus que son adversaire, quitte à en encaisser 100, Hojo met un point d'honneur à parfaire sa défense pour n'encaisser aucun point, quitte à en ne marquer qu'un seul. Ils sont littéralement des chevaliers blancs, dont le but est de défendre leur forteresse. Ichiro Takami, le quarterback des White Knights, symbolise parfaitement ce jeu conservateur. Il est tout aussi perfide et calculateur qu'Hiruma, mais il est nettement moins doué techniquement. Alors il va mettre son jeu au service d'une base solide en prenant le moins de risques possible, que ce soit avec ses passes hautes qu'il assure vers Sakuraba ou à travers les courses de Shin qui est littéralement une machine humaine. Takami joue de la manière la plus safe possible car il est conscient des cartes qu'il a à sa disposition et il leur fait suffisamment confiance pour miser sur ce qu'il sait d'elle plutôt que sur ce qu'il en espère. Il y a une autre équipe dans l'œuvre qui axe son jeu autour de la défense, c'est les Poséidons de Kiyoshin. Et si j'en parle, c'est surtout par honnêteté intellectuelle, parce que c'est un des rares cas dans High Shield 21 où le playmaker n'a pas réellement d'impact sur l'identité de l'équipe. Leur quarterback, c'est Kobanzame, un terminal qui n'a pas de qualité ou de personnalité particulièrement prononcée. Mais dans ce cas précis, c'est un peu le but du perso. En étant aussi fade, il permet justement de mettre en relief Mizumachi et Kakei, les deux nouveaux secondes qui ont imposé cette identité défensive avec leur taille et leur technique. Donc voilà, c'est pas une vérité absolue quand je dis que l'identité d'une équipe dépend forcément de son playmaker. Mais bon, de toute façon, je pense que vous l'aviez déjà compris avec les exemples de Kuroko plus tôt dans la vidéo. Pour continuer sur High Shield, parlons maintenant de Kid, le quarterback des Wild Gunmen de Seibu. Alors, dans l'idée, cette équipe est aussi très offensive, mais faut un peu la voir comme un mélange entre Damon et Hojo. Parce qu'ils attaquent énormément, mais toujours avec le moins de risques possible. En fait, Kid a la vitesse de passe la plus rapide de l'œuvre, il lâche toujours la balle avant même qu'un défenseur n'ait pu l'approcher. Sauf que ses passes sont aussi très précises, et comme en plus il peut compter sur Tetsuma, qui est un receveur quasi parfait, leur duo est pratiquement inarrêtable. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer librement sans se soucier de la pression des défenseurs. C'est pour ça qu'ils peuvent minimiser la prise de risque. Kid choisit l'option qu'il veut, et les autres devront toujours s'adapter à lui. Faut vraiment le voir comme un cowboy dans un western qui dégainera toujours son arme plus vite que son adversaire. C'est lui, le gunman de Seibu, il est l'identité même de cette équipe. Et tant qu'il sera accompagné de Tetsuma, il restera toujours maître de son destin. D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est le seul quarterback sur lequel Hiruma a jamais pu prendre l'ascendant. Ah oui, et au cas où vous vous demanderiez pourquoi je prends toujours Hiruma comme référence, il y a deux raisons. La première, c'est qu'un match au foot US, c'est un peu comme une guerre tactique entre deux stratèges qui opposent leurs visions, et ici, les stratèges, ce sont les quarterbacks. La seconde, c'est que dans une histoire, c'est toujours plus intéressant de construire ses antagonistes en parallèle avec le protagoniste, que ce soit au travers des différences ou même des similitudes. Ça rend la confrontation plus dense en propos. Un autre très bon exemple de ça dans High Shield, c'est Marco, le quarterback des dinosaures d'Akushu. Il a une personnalité et des capacités fort similaires à celles d'Hiruma, les deux aiment manipuler et tromper leur ennemi. Sauf que Marco utilise plutôt ses talents dans le but de déjouer l'adversaire en déchiffrant ses tactiques et en anticipant tout ce qu'il compte faire. Il veut tout simplement l'empêcher de jouer. Et pour l'aider dans cette mission, il peut compter sur Gao, la personnification même d'un dinosaure. Mais du coup, on peut voir que malgré certaines similitudes entre les quarterbacks, les équipes, elles, ne jouent absolument pas de la même manière. Bon, il y aurait bien encore un quarterback dont je pourrais vous parler, qui est une copie quasi conforme d'Hiruma, même dans leur amour du pari, mais j'ai pas envie de gâcher la surprise à ceux qui n'ont pas encore lu.
Alors parlons plutôt de celui qui lui ressemble le moins, Kongo Unsui, le quarterback des Shinryuji Naga. Déjà, niveau personnalité, on est dans la lignée de Kid, c'est-à-dire qu'Unsui est très peu excentrique. En fait, le concept même de l'équipe est calqué sur un temple bouddhiste, donc tous les joueurs s'entraînent à peu près pour devenir des moines. Et Unsui est pile dans celle-là. Toujours très calme et réfléchi, il ne rechigne jamais à la tâche et ne fait aucun excès nulle part. Il a conscience qu'il sera toujours, au mieux, un bon joueur sans plus. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'on voit avec Hiruma, qui est bien plus talentueux et proche de ce qu'on pourrait appeler un génie. Et cette différence est d'autant plus marquée par l'existence d'Egon, le frère jumeau d'Unsui, qui est lui un génie sportif à proprement parler. Rien qu'au foot US par exemple, on sait qu'il peut jouer à peu près à tous les postes, y compris quarterback, en restant excellent. Et Unsui a très vite compris que son frère était bien plus fort. Alors il s'est résigné à rester dans son ombre pour le faire briller, de sorte à le rendre encore et toujours meilleur. Cette relation entre les deux jumeaux est ce qui définit les Shinryuji Naga et leur jeu. Typiquement, une de leurs meilleures techniques, c'est le Dragonfly, qui consiste à jouer avec Unsui et Egon comme quarterback. Les deux s'échangent alors la balle de manière latérale pour ne donner aucune indication à l'adversaire sur leur plan de jeu offensif. D'ailleurs, cette équipe est aussi construite narrativement comme étant la plus forte, mais seulement la plus forte de sa région, pas du pays entier. Donc on est plus proche de ce qu'on pouvait avoir avec Kainan par exemple, ou même Shiratorizawa, dont je reparlerai plus tard. Bref, avec ça, je pense qu'on a bien fait le tour des équipes d'I-Shield. Ne m'en voulez pas si j'ai pas parlé de votre préféré, je pense par exemple aux Bando Spiders, aux Sphinx de Taiyo, ou encore aux NASA Aliens, mais je pouvais juste pas parler de tout le monde, sinon la vidéo finirait jamais. Du coup, on va maintenant pouvoir parler de mon manga de sport préféré. Mais juste avant ça, j'en profite pour vous rappeler de liker, de commenter. Vous connaissez la chanson, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez kiffé m'entendre parler de Playmaker, abonnez-vous parce que je vais drop un bon petit top sur mes Playmakers préférés dans la foulée. Ce serait dommage de rater cette pépite. Sur ce, on peut commencer à parler des passeurs d'IQ. Alors, on va démarrer en douceur avec Kageyama, le passeur de Karasuno, qui est l'équipe principale. Et rien que là, si vous avez bien suivi la vidéo, vous devriez déjà savoir quel style de jeu pratique l'équipe. On est pile dans la lignée des autres équipes principales, avec un jeu hyper offensif. Il y a même les prises de risque irraisonnées qu'on retrouvait chez Hiruma et les Devil Bats. Mais ça ne nous dit pas encore qui est Kageyama. Non, ça, pour le comprendre, il faut revenir à ses années de collège. À cette époque, il était devenu tellement obsédé par la victoire qu'il en a développé des tendances toxiques envers ses coéquipiers en leur imposant des passes qu'ils arrivaient à peine à toucher. Sa réputation était tellement mauvaise qu'il en est venu à être appelé le roi du terrain, en lien avec son jeu dictatorial. Flash forward de quelques mois et voilà que Kageyama a changé. Alors, il est toujours hyper exigeant avec ses coéquipiers, la couronne n'a pas quitté sa tête. Mais à Karasuno, il a appris à communiquer ses exigences. Ce qui fait que le despote qui gouvernait le terrain, il s'est mué en monarque éclairé. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est important de comprendre que Kageyama continue d'imposer des passes folles à ses attaquants. Seulement, maintenant, il s'adapte pour prendre en considération leur retour aussi. Mais si le royaume des corbeaux vit aussi bien sous cette monarchie, c'est parce que le roi est tout simplement un génie. C'est ça la vraie clé du jeu de Karasuno. Ils ont tous une confiance aveugle en Kageyama et ses capacités. Ils savent que tant qu'ils sont en position d'attaquer, ils sont réellement en mesure de recevoir la balle. Et c'est pour ça qu'ils continuent d'aller de l'avant et de sauter. Kageyama saura prendre la bonne décision pour envoyer la balle au bon joueur, au bon moment, au bon endroit. Et puis, sa capacité de passe est tellement forte qu'elle permet à elle seule de combler les lacunes en réception de l'équipe. Vu que peu importe comment sera renvoyée la balle, il pourra toujours l'exploiter pour en ressortir une passe décente. Les corbeaux n'arrêteront donc jamais de voler, tant qu'ils pourront compter sur Kageyama. Maintenant, comme pour les Devil Bats avec Hojo dans I-Shield, on trouve dans IQ une équipe qui est écrite pour être la parfaite contrepartie de Karasuno, à savoir Nekoma. Sauf que Furudate, il a été un step plus loin dans la construction de cette rivalité, parce qu'il lui a carrément donné un nom, la guerre des poubelles avec les corbeaux d'un côté et les chats de l'autre. Alors, le passeur de Nekoma, c'est Kozume Kenma. Et à première vue, il paraît très moyen dans le jeu. Il a aucune fulgurance et un style super simple, bien loin des flashs et des paillettes, ce qui tranche totalement avec Kageyama et son génie. Mais il n'est pas sans talent non plus. La vraie force dont dispose Kenma, c'est sa lecture du jeu.
et son decision making, qui sont proches de la perfection et qui lui permettent de largement compenser ses lacunes techniques. Il regarde, il observe, il remarque et surtout, il analyse absolument chaque détail de chaque joueur pour trouver la faille qui donnera le point à son équipe. Et dites-vous qu'il est tellement doué là-dedans que les autres joueurs de Nekoma se sont donnés pour mission de toujours recevoir la balle le plus parfaitement possible pour éviter à Kenma de devoir bouger sur le terrain et ainsi optimiser ses qualités de lecture de jeu. L'idée est simple, Kenma, tu ne bouges pas, tu te contentes de réfléchir et d'envoyer la balle là où bon te semble, parce que ce sera forcément le bon endroit. C'est pas pour rien que leur discours d'avant-match place Kenma comme le cerveau de l'équipe et les autres joueurs comme le sang venu l'alimenter. C'est littéralement une métaphore de leur style de jeu. Je trouve ça beaucoup trop cool. Et puis, ça renforce encore plus la symbolique de la guerre des poubelles. Kageyama permet au corbeau de Karasuno de voler pour attaquer sans cesse, et les chats de Nekoma défendent le sol pour que Kenma les amène à la victoire. Dans les deux cas, la place du passeur est primordiale, mais de manière diamétralement opposée. Et cette opposition, on la ressent à travers toutes les facettes possibles, que ce soit le style de jeu, le rapport à la réception, la métaphore animale, ou encore, et plus simplement, la personnalité des deux joueurs. À mon sens, c'est clairement la rivalité d'équipe la mieux écrite dans les mangas de sport, parce qu'elle reprend parfaitement les codes de ce qui a été fait avant elle, en venant y ajouter pile les détails qu'il faut pour élever encore plus son impact narratif. Je vais me répéter, mais ce simple ajout d'une terminologie pour proprement nommer leur confrontation, c'est pixel perfect, parce qu'avec ça, il donne une identité forte et mémorable aux deux équipes, mais aussi à leur rivalité, ce qui la rend quasi inoubliable. Pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, Kenma n'est même pas le meilleur rival de Kageyama. Non, ce titre-là reviendrait plutôt à Oikawa Tohoru, le passeur d'Aoba Josai. Leur relation est assez particulière. En fait, aux yeux de Kageyama, Oikawa c'est un exemple d'excellence qu'il va constamment chercher à égaler, voire même dépasser. Mais Oikawa, lui, ne voit Kageyama que comme une menace, car il est le nouveau petit prodige venu lui prendre sa place. Et c'est un peu ce même rapport qu'on retrouve entre Aoba Josai, l'équipe d'Oikawa, et Karasuno. Maintenant, si on s'intéresse plutôt au style de jeu à proprement parler, on se rend compte qu'ils sont similaires sans vraiment l'être non plus. Je m'explique. En surface, les deux équipes ont un jeu offensif, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, quand on regarde comment est créé ce jeu, tout de suite on remarque que ça n'a plus grand-chose à voir. Là où Karasuno profite du génie de Kageyama et de sa qualité de passe absurde, le jeu d'Aoba Josai, lui, repose sur la capacité d'Oikawa à tirer le meilleur de ses coéquipiers. En fait, Oikawa sait qu'il ne pourra jamais faire des passes aussi compliquées que celles de Kageyama. Mais il en a pas besoin. Tout ce dont il a besoin, lui, c'est de savoir quelle passe sera la plus facile à frapper pour son attaquant. D'une certaine manière, cette différence offensive rappelle un peu celle entre Daemon et Seibu. D'un côté, on a Karasuno qui mise tout sur des attaques intempestives lancées par Kageyama, et de l'autre, on a Aoba Josai qui attaque avec un jeu un peu plus réfléchi et posé, mené par un Oikawa qui parvient à élever le niveau de jeu de tous ses coéquipiers. Mon seul vrai problème avec cette équipe, c'est l'imagerie royale que Furudate lui a donnée. On est censé voir Oikawa comme le roi qui guide ses chevaliers vers la victoire, mais je trouve le lien avec le style de jeu de l'équipe beaucoup trop faible. Après, Oikawa est tellement réussi à lui seul qu'il n'y avait même pas besoin de plus pour bien caractériser Aoba Josai. Maintenant, pour bien faire les choses, je dois vous parler du dernier passeur qu'on peut vraiment considérer comme rival à Kageyama, à savoir Miya Atsumu. Alors, lui, c'est le passeur d'Inarizaki, et contrairement à Kenma ou Oikawa, on est sur un profil de joueur similaire à Kageyama. Il possède un génie et une maîtrise de la passe comparable à la sienne. Typiquement, Atsumu aussi est capable de sortir des passes parfaites dans des situations totalement improbables. D'ailleurs, à ce jeu-là, il est peut-être encore meilleur que Kageyama. Mais ce qui les différencie vraiment, c'est qu'Atsumu est bien plus extravagant dans son jeu et radical dans son approche au volet. Déjà, il déborde tellement de créativité sur le terrain qu'il en ferait presque passer Kageyama pour un passeur conservateur. Mais surtout, Atsumu n'adapte jamais ses passes à ses attaquants. C'est-à-dire qu'il va toujours faire la passe qu'il pense être la meilleure, et si l'attaquant ne parvient pas à la frapper, c'est qu'il n'était tout simplement pas assez bon. Et vous vous en doutez, mais s'il se permet d'avoir une approche au jeu pareille, c'est parce qu'il est extrêmement talentueux. Et c'est au travers de ce talent que lui et Osamu, son frère jumeau, insufflent leur identité de jeu à toute l'équipe.
D'une part, il tire Inarizaki vers le haut en imposant des exigences hyper élevées à tous, et d'autre part, ils ont tellement confiance en leur jeu qu'ils se donnent la pleine liberté d'improviser en plein match pour pouvoir davantage s'amuser. Ce qui donne une identité de jeu hyper atypique à l'équipe, parce qu'Inarizaki joue vraiment chaque match comme si c'était à la fois leur tout premier, mais aussi leur tout dernier. Et c'est justement cette idée qu'on retrouve dans leur bannière. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous parler un peu plus tôt des bannières, parce que, mine de rien, elles contribuent pas mal à appuyer l'identité de jeu d'une équipe. C'est un peu l'équivalent de ce que je disais pour High Shield avec les noms, à la différence près qu'on est moins dans la métaphore ici, et plus dans la symbolique. Celle d'Inarizaki, par exemple, dit « Nous n'avons pas besoin de souvenirs ». D'où le fait qu'ils jouent chaque match comme si c'était leur premier et leur dernier, vu que s'ils ne gardent jamais aucun souvenir, d'une certaine manière, il s'agit vraiment de leur premier et dernier match à chaque fois. Celle de Karasuno disait sobrement voler, et je pense pas avoir besoin d'expliquer le lien avec l'identité de l'équipe. Pareil pour la bannière de Nekoma, sur laquelle on peut lire connecté, et qui fait évidemment référence à l'idée du cerveau qu'il faut alimenter en sang. Et pour ce qui est d'Aoba Josai, leur bannière disait de gouverner la cour, en lien avec la figure royale d'Oikawa, même si, bon, je suis toujours pas fan de celle-là. Par contre, une équipe dont la bannière est claire avec une métaphore visuelle réussie, c'est Datego et son mur de fer. Alors, le style de jeu de cette équipe est très simple. Ils misent tout sur les blocs défensifs pour créer le meilleur différentiel de points possible. D'une part, ils empêchent l'adversaire de marquer, et d'autre part, ils récupèrent eux-mêmes ce point, ce qui va naturellement démoraliser leur adversaire. Mais du coup, ça laisse pas vraiment une place importante aux passeurs dans le jeu. L'équipe est davantage caractérisée par Aone, le symbole du mur de fer. Jusqu'à ce que Kogane intègre l'équipe. Cette fois, on a un passeur qui est pleinement en phase avec l'identité de jeu de Dateko, et pour cause, il est lui-même un des joueurs les plus grands de l'effectif. Il peut donc faire des passes hautes en profitant de sa taille, mais surtout, il renforce et consolide le mur de fer en le faisant passer de 2 à 3 joueurs. Ok, j'ai fait presque toutes les équipes un peu importantes d'IQ, il ne me reste donc plus qu'à vous parler de Shiratorizawa. Je les avais mentionnés plus tôt lorsque je parlais de l'archétype de la meilleure équipe d'une région. Ils sont un rempart infranchissable au sein de la préfecture de Miyagi, comme l'étaient Shinryuji à Kanto ou Kainan à Kanagawa. Et le joueur qui catalyse cette domination, c'est Ushijima, l'un des meilleurs attaquants du pays. Le rôle de Shirabu, le passeur de l'équipe, c'est donc simplement de lui fournir un maximum de ballons simples à frapper. Ni plus, ni moins. Vraiment, le style de jeu de Shiratori est le plus rudimentaire possible. Il se contente de frapper le plus fort possible pour qu'aucun adversaire ne puisse bloquer ou même réceptionner la balle. Et comme Ushijima est juste trop puissant, ça leur suffit pour gagner des matchs. Leur bannière renforce aussi cette idée, vu qu'on peut y lire « force irrésistible ». Au final, ce que je trouve le plus intéressant avec cette équipe, c'est que leur identité de jeu est un vrai choix assumé. En fait, si Shirabu a récupéré la place de titulaire, c'est parce qu'il ne montre aucune volonté de vouloir briller à la place d'Ushijima. Il connaît son rôle et se contente de l'exécuter le plus fidèlement possible, ce qui est tout le contraire de Semi, le passeur précédent, qui lui jouait de manière un poil trop fantasque et qui du coup s'est retrouvé sur le banc. J'aime bien cet exemple parce qu'il montre comment un playmaker peut influer sur l'identité d'une équipe, même lorsque son rôle est d'être le plus neutre possible. Bon, et avec ça, on peut clore notre chapitre sur les playmakers d'IQ et passer à un manga de sport qui brise un peu les codes du genre. Il s'agit de mon petit chouchou, Aohashi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire du manga ne suit pas les aventures d'une équipe lycéenne qui chercherait à gagner un tournoi interscolaire. Kobayashi s'est éloigné de cette structure classique qu'avait posée Inoue avec Slam Dunk. En fait, on va suivre la progression d'Ashito au sein du centre de formation de l'Esperion, ce qui donne une expérience de lecture assez rafraîchissante. Et puis, niveau playmaking, dans l'œuvre, il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Pour commencer, je devrais peut-être préciser qu'au foot, ce n'est pas rare de voir une équipe avec plusieurs playmakers. Dans Aohashi par exemple, on verra jouer l'équipe de jeunes du Barça à un moment, et leur jeu est complètement calqué sur celui du grand Barça des années 2010. L'équipe joue en 4-3-3 et ces trois milieux de terrain sont littéralement un copier-coller de Xavi, d'Iniesta et de Busquets. Donc logiquement, c'est au travers d'eux que passe toute la construction du jeu de l'équipe. C'est assez sympa, ça donne vraiment une identité forte à l'ensemble. Mais voilà, c'est un peu comme ce que je disais sur Slam Dunk et les compares au NBA. Au final, ça copie tellement un truc précis qui a lui-même une identité déjà très forte qu'on peut difficilement détacher la fiction de la réalité.
Après, la différence, c'est qu'au moins dans Aohashi, les milieux sont de vrais personnages intéressants avec un propos et pas simplement des joueurs forts au foot. Maintenant, il y a une autre équipe dans l'œuvre qui joue avec plusieurs playmakers, et c'est nul autre que l'Esperion, l'équipe principale. Parmi les playmakers de l'effectif, on a d'abord Kuribayashi, qui est un meneur de jeu classique. C'est le numéro 10, type Ozil, Kaka, Bergkamp, Gullit, Platini, Maradona, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est un des meilleurs joueurs qu'on ait vu dans l'œuvre, il nous est montré comme un vrai petit génie qui permet à son équipe de contrôler le tempo de toute une rencontre. Il est tellement fort que même chez l'équipe des pros, c'est lui le playmaker principal, alors qu'il n'a encore que 16 ans. Ah oui, et du coup, il est tellement fort qu'il joue déjà chez les pros. Il ne revient jouer avec les jeunes que dans de très rares occasions. Ce qui permet à l'équipe jeune de mettre plus en lumière Kiriki, le deuxième playmaker. Lui, c'est une sorte de mini Kuribayashi. Pas parce qu'il est plus jeune que lui, mais juste parce qu'il a exactement le même profil, ou presque, en légèrement moins fort. Il est sans conteste le playmaker de l'équipe quand Kuri n'est pas là. Et quand les deux sont là, ça permet à l'Esperion d'avoir encore plus de contrôle sur la balle, vu que l'un peut gérer la construction reculée à partir de la défense, en laissant à l'autre le soin de gérer la construction dans la moitié de terrain adverse. Mais si je vous parle de l'Esperion, c'est surtout parce qu'il faut absolument que je vous parle d'Ashito Aoi. C'est lui qui rend cette œuvre aussi intéressante. Bon, là je vais devoir spoiler un élément plutôt important de l'intrigue, ça correspond au milieu de la saison 1 et ce serait vraiment dommage de vous la gâcher, donc je vous conseillerais de skip cette partie. Alors, au début de l'histoire, Ashito commence en tant qu'attaquant, sauf qu'il est beaucoup trop limité techniquement pour pouvoir jouer à haut niveau dans les zones avancées du terrain. Par contre, il a une pure vision du jeu qui lui permettrait d'avoir une vraie emprise sur un match s'il était mieux utilisé. Du coup, son coach, Fukuda, le replace en tant que latéral gauche. L'idée, c'est de pouvoir profiter de son playmaking à partir de la défense pour créer un déséquilibre sur le terrain. C'est un choix hyper audacieux de la part de l'auteur, mais ça montre surtout une vraie compréhension tactique du football moderne, parce que les latéraux sont au cœur du jeu d'aujourd'hui. Et puis, en faisant ça, il renforce aussi l'identité offensive de l'Esperion, qui peut désormais compter sur des playmakers dans toutes ces zones du terrain. C'est flagrant quand Ashito joue avec Kuri et Kiriki, mais même quand il ne joue qu'avec l'un des deux, il crée déjà des déséquilibres énormes et une pression offensive constante qui permet à l'Esperion de générer un nombre important d'occasions. Ok, imaginez maintenant qu'en plus de considérer le playmaking offensif, on s'intéresse au playmaking défensif. Ouais, je sais, c'est la première fois que j'en parle dans la vidéo, mais c'est normal. C'est le seul manga qui pousse ses idées tactiques aussi loin, alors pourquoi ne pas en profiter ? Donc, dans l'idée, le playmaking défensif suit la même logique que le playmaking offensif que j'ai présenté en début de vidéo. En gros, c'est la capacité d'un joueur à lire le jeu pour pouvoir faire des plays défensifs, que ce soit des interceptions, des tacles, des contres, bref, quelque chose qui va empêcher l'attaque adverse de fonctionner. Et pour faire ça, le défenseur doit aussi être conscient de tous les joueurs qui l'entourent, exactement comme pour un playmaker offensif. Vraiment, la seule différence c'est que l'un joue pour marquer et l'autre pour ne pas encaisser. Et le truc, c'est qu'Ashito a parfaitement su transposer ses qualités de playmaker offensif à la défense. Donc maintenant qu'il est latéral, sa vision du jeu lui permet d'anticiper les actions adverses qu'il peut alors interrompre en se positionnant intelligemment sur le terrain. Et celui qui l'a aidé à pleinement exploiter ce talent, c'est Akutsu, qui est lui aussi un playmaker défensif d'exception. Bon, il n'a pas la vision d'Ashito, mais grâce à sa lecture de jeu, il prend toujours les bonnes décisions. Puis il est aussi très bon dans la communication et possède des qualités physiques impressionnantes. Bref, tout ça, mis bout à bout, lui donne pile ce qu'il faut pour contrôler sa défense d'une main de maître. Et cette combinaison entre Akutsu et Ashito, deux playmakers défensifs très complémentaires, est en partie ce qui permet à l'Esperion d'être aussi entreprenant dans le jeu. Ils prennent des risques offensivement car ils ont l'assurance que derrière se trouve un rempart défensif solide et intelligent tactiquement qui saura récupérer le ballon. Bon, pour finir, on va parler de l'équipe qui a l'identité de jeu la plus forte qu'il m'ait été donné de lire à ce jour, Aomori Seiran. Contrairement à l'Esperion Youth, qui est un centre de formation d'une équipe professionnelle, Aomori c'est une équipe lycéenne, comme le sont Karasuno ou Seirin par exemple. Et ce détail, il a toute son importance au sein de l'œuvre, parce que c'est en opposition aux équipes professionnelles de jeunes qu'Aomori construit son identité. En fait, comme c'est pas un centre de formation, il y a beaucoup moins de talent. Alors ils sont obligés de compenser leurs lacunes techniques par une détermination et une rigueur au travail irréprochable.
Sauf que dans ce collectif qui a été extrêmement bien huilé par leur coach, va venir s'ajouter une seule pièce. Kitano Ren, le playmaker de cette équipe. Et lui, par contre, il a tout le talent du monde. Que ce soit sa lecture de jeu, sa qualité de passe ou sa qualité de dribble, peu de joueurs rivalisent avec lui. Et comme en plus, il a une vision de jeu aussi bonne qu'Ashito, il peut vraiment gérer toute la création pour son équipe à lui, tout seul. Ren transcende littéralement ce collectif, mais en même temps, son talent est tel que tous ses coéquipiers jouent pour lui pour l'aider à s'élever encore plus. Pour imager ça, c'est un peu comme si eux poussaient Ren vers le haut et que lui, en montant, il tirait ses coéquipiers avec lui. Vraiment, l'équipe a une identité folle et je pourrais même pas bien vous expliquer sans spoiler, donc je peux que vous conseiller d'aller lire. Et puis de toute façon, je lui rendrai même pas justice convenablement. Vraiment, allez lire Aoashi. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais on en retire quoi de tout ça au final ? Déjà, on a pu voir que, d'une manière ou d'une autre, l'équipe protagoniste avait toujours une identité de jeu portée vers l'attaque, même si le playmaker qui la gère n'a jamais la même approche. Que ce soit Miyagi, Hiruma, Kuroko, Kageyama ou même Ashito, tous misent énormément sur l'attaque, mais aucun ne le fait de manière similaire. Évidemment, certaines différences sont inhérentes au sport qu'ils pratiquent, mais on voit aussi que d'autres découlent simplement de leurs différentes personnalités. En parallèle à ça, on a pu voir chez iShield et IQ la construction d'une équipe rivale dont le jeu était basé sur la défense. Et même si Kenma et Takami sont des spécimens bien différents, ils répondent malgré tout à cette même logique conservatrice. Dans une certaine mesure, on pourrait même rajouter Ren avec Aomori Seiran, même si, à mon sens, il se démarque un peu plus d'eux par son talent pur. La dernière tendance qui se retrouve un peu chez tout le monde, c'est celle de l'ultime adversaire représentant la force absolue. C'est clairement un truc qui vient de Slam Dunk avec Sano, mais en même temps c'est aussi un truc qui est juste hyper logique d'un point de vue narratif. Genre c'est évident que l'adversaire le plus fort doit venir en dernier. Je mets les équipes les plus fortes d'une région dans le lot aussi parce que c'est l'équivalent mais pour la moitié du parcours. Sinon, de manière plus générale, on a pu remarquer qu'il n'y avait pas non plus un millier de façons différentes de caractériser une équipe. Ça dépend juste où on va placer le curseur entre l'attaque et la défense. Ce qui au final n'est pas si surprenant, sachant qu'il n'y a pas non plus 1000 manières de jouer à ces sports. Soit on attaque, soit on défend. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps de montrer les similitudes qu'on pouvait trouver à travers les différentes œuvres. Et c'est intéressant de remarquer que malgré les ressemblances au niveau des équipes, les playmakers, eux, sont toujours très différents d'une œuvre à une autre. Mention spéciale à iShield et IQ qui réussissent très bien à allier la qualité avec la quantité. Surtout que les deux œuvres ont développé un style propre à elles pour renforcer la caractérisation de leurs équipes, que ce soit iShield avec les noms ou IQ avec les manières. Maintenant, au-delà de ces tendances qu'on retrouve dans les différentes œuvres, le vrai point commun que j'ai voulu mettre en lumière, c'était ce rapport direct entre le playmaker, sa personnalité, son style de jeu et l'identité de son équipe. Évidemment, je le répète, mais c'est pas une vérité absolue. On a vu quelques exemples où le playmaker n'avait pas d'impact sur l'identité ou le style de jeu, voire même il les subissait. Faut pas non plus trop réfléchir à la cohérence des identités au sein de l'univers. Faut vraiment voir ça comme un outil narratif qui sert à rendre le récit plus divertissant et engageant auprès du lecteur. Si on prend l'exemple de Nekoma, l'équipe a toujours eu cette identité de jeu conservatrice et défensive. C'est pas Kenma qui l'a amené. Mais narrativement, écrire l'identité autour de Kenma, c'est beaucoup plus prenant vu que ça permet de renforcer les rivalités des équipes et des joueurs. Encore une fois, on parle de fiction, donc l'objectif premier reste forcément celui de capter l'attention du lecteur. Et pour faire ça, rien de mieux qu'avoir des personnages ou des équipes avec une identité forte, mais surtout facilement reconnaissable. Bon, ceci étant dit, il y a encore plein de mangas de Sportco que j'ai pas fait, comme Real, Ayoru no Sora, B-Blues, Ace of Diamond ou encore Major. Donc je sais pas si ces tendances se vérifient aussi dans ces mangas-là ou non. D'ailleurs, je sais même pas si le concept de playmaker existe au baseball. Ah oui, et si jamais vous vous demandez ce qu'il en est de Blue Lock, j'ai drop le manga après une centaine de chapitres, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. De tête, les seuls persos dont j'aurais peut-être pu parler, c'est Izagi et les frères Hitoshi, mais bon, ça aurait pas été super intéressant à mon avis. Enfin, soit, ça fait déjà beaucoup de mots, donc il est temps de vous libérer. J'espère au moins que j'aurai rendu justice à cet archétype de joueur qui est de très loin mon préféré, que ce soit en fiction ou pas d'ailleurs. À mes yeux, ils sont ce qu'il y a de plus intéressant sur un terrain. Bon, là j'ai vraiment plus rien à dire, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai dit de la merde à un moment ou juste si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes interprétations. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo.
Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.